Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que je constate depuis maintenant plus de 12 ans de travail de psychologue et quelque chose que je constate chez tout le monde, c'est-à-dire que moi aussi j'en fais partie, bien évidemment, à certains moments de ma vie, à certaines problématiques que j'ai à gérer dans ma vie, et donc c'est pas juste pour les autres, c'est pas juste pour les moldus, c'est bien évidemment pour tout être humain. Mais en tout cas, ces croyances-là, au niveau psychologique, au niveau psychothérapeutique, on est toujours obligé de les travailler à un moment donné. Et c'est pour ça que je veux en parler. C'est une espèce de top 10. La septième va vous bluffer. Je sais même pas qu'est-ce que je vais dire en septième, mais c'est pas grave. Et en fait, euh, c'est vraiment, vraiment important que vous vous rendiez compte que à des moments de votre vie, vous êtes là-dedans, et ces croyances-là, ça vous pose problème. Alors, du coup, si t'es pas abonné, abonne-toi, mets un pouce, active la cloche et tout le tralala. On commence. Donc la première croyance dont j'aimerais parler, c'est la question de la justice. Tout le temps, on a affaire à des personnes, quelle que soit leur structure, il y a cette croyance que le monde devrait être juste, sauf que en fait, la justice c'est une conception et une construction humaine, et la justice n'existe pas comme ça dans la nature. Et donc en fait, vouloir tout faire bien pour que ça se passe bien après, non, ça marche pas exactement comme ça. Des fois, on peut tout faire du mieux qu'on peut, et puis on joue de malchance ou voilà, la vie est injuste et parfois ça marche pas. Et on va avoir des personnes qui vont vraiment avoir un ressentiment beaucoup d'affect négatif et très difficile à passer parce qu'ils n'arrivent pas à accepter que il y a un certain nombre de choses, quand bien même on fait de notre mieux, ça peut foirer. Ça peut être injuste, il peut nous arriver des choses très graves, très difficiles, et qui ne recouvrent aucune justice, mais attention, la justice est une construction des êtres humains, et c'est très bien pour vivre en société, c'est très très bien, sauf que psychologiquement, c'est une croyance qui va nous faire du mal. De véritablement croire que les choses devraient finir par être justes, comme au cinéma, comme dans les romans, comme dans les livres pour enfants, c'est faux parfois. C'est le méchant, celui qu'on considère comme notre bourreau, qui s'en sort, et c'est injuste, et c'est comme ça. Et apprendre à l'accepter, vous allez voir, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. La deuxième croyance que j'aimerais relever et que je relève encore une fois tout le temps chez tout le monde, c'est la croyance que l'on ne devrait pas avoir de limites. Et ça, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, au XXIe siècle, où en fait tout est presque en accès illimité, presque gratuit, ou vraiment très très peu coûteux. Je le dis souvent, mais la culture avant était quelque chose qui coûtait cher. Aujourd'hui, la culture est quelque chose qui est très très euh, qui, qui est très abordable. La limite aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous fait encore limite quand il va y avoir l'éducation, la société, les lois, les choses comme ça, mais on voit bien à quel point aujourd'hui, les gens souhaitent se défaire de tout ça, hein, même les limites biologiques, de, quelles qu'elles soient, génétiques ou ce que vous voulez, l'homme essaye de les dépasser. Mais il y a quand même quelque chose qui nous fera toujours limite, c'est notre corps. Et notre corps, il a une limite, il a une fin, il a une limite de fatigue, il a une limite par rapport à ce qu'on peut apprendre, comprendre, le temps qu'on peut allouer à notre concentration, à tout un tas de choses. Mais en tout cas, la limite fait partie constituante de notre condition d'être humain, et ne pas l'accepter, ça va nous poser des problèmes psychologiques à un moment donné. Et que ça puisse être du burn-out, ou que ça puisse être d'autres manifestations, mais ne pas respecter le fait que la limite est quelque chose de bon pour nous, et qu'en fait on doit se donner une limite, quel que soit le domaine, c'est toujours quelque chose qu'on va devoir travailler à un moment donné avec nos patients, dans leur psychothérapie ou dans leur psychanalyse, parce que le rapport à la limite, ça nous constitue en tant qu'être humain, ça fait partie de notre condition d'être humain, et en fait, à vouloir toujours la repousser, on en paye le prix. Et je le redis, je suis là pour parler de psychologie, je ne parle pas du prix social ou somatique ou quoi que ce soit, même si
la psychologie va parfois être reliée au somatique, mais il va y avoir un coût psychologique et donc du mal-être, des convenus, des émotions plus que négatives, voire plus de la psychopathologie. Donc, posez-vous des limites, c'est pour votre bien. La troisième croyance avec laquelle on travaille régulièrement, c'est la croyance que on ne devrait pas être seul, que le sentiment de solitude, c'est pas quelque chose de bon. Or, la solitude, on peut la vivre quand bien même on est au milieu de 100 personnes, on peut se sentir extrêmement seul quand on est dans sa classe, on peut se sentir extrêmement seul quand on est au bureau avec une équipe qui travaille autour de nous. On peut se sentir seul dans une réunion de famille, on peut se sentir seul à son anniversaire. Et en fait, la solitude a des fonctions sociales et psychologiques. Il faut lire pour ça, je vous conseille absolument, je vais aller le montrer. Je vous conseille absolument de lire Sapiens de Yuval Noah Harari, qui est un des meilleurs livres que j'ai lus ces 2 dernières années, et qui est, c'est pas un psychologue, c'est un anthropologue si je dis pas de bêtises, et qui reprend le développement de l'être humain jusqu'à Homo sapiens, et c'est presque le meilleur livre de psychologie que j'ai lu ces 2 dernières années, je crois. En tout cas, ça m'a mis une bonne claque, et ça apprend beaucoup de choses. Je vous le conseille très fortement, et notamment la solitude, ça nous constitue en tant qu'êtres sociaux, ça nous a permis de survivre du temps où on vivait, dans des cavernes et dans des tentes et des trucs comme ça. La solitude, c'est aussi quelque chose qui est un besoin d'être ressenti pour pouvoir mieux vivre, c'est-à-dire obtenir des choses du groupe, faire partie du groupe. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui nous constitue en tant qu'être humain. Et croire qu'on devrait faire sans ce sentiment de solitude, c'est plutôt ça le problème auquel on a affaire en séance avec les patients, c'est qu'il y a cette croyance qu'ils devraient faire sans le sentiment de solitude. Et non, absolument pas. Vous allez devoir continuer à vous coltiner ça toute votre vie. Ce sont des choses qui nous constituent en tant qu'être humain, qui, dans notre évolution, ont eu un impact positif sur la survie de l'espèce, et qui, encore aujourd'hui, ont des impacts positifs. Si nous n'avions pas ce sentiment de solitude, on resterait chacun chez soi, et en fait, on serait tous derrière un ordinateur, comme aujourd'hui. Voilà. Bon, bref. La solitude, ça fait partie de la vie. On peut pas l'évincer, et ce serait très négatif pour nous sur le plan psychologique de l'évincer. De la même façon, on va avoir la croyance que on ne devrait pas avoir de sentiment de vide. Et ce sentiment de vide, encore une fois, c'est quelque chose qui, sur le plan psychologique, peut nous faire ressentir parfois de l'anxiété, du stress, voire dans certains cas des crises d'angoisse, c'est problématique. Mais les personnes croient qu'il faudrait, encore une fois, ne pas avoir ce sentiment de vide, cette sensation de vide à l'intérieur de soi. Sauf que, encore une fois, c'est constitutif. Si vous étiez plein, si vous n'aviez pas ce vide en vous, pourquoi vous vous lèveriez le matin? Vous ne vous lèveriez pas. C'est-à-dire que le vide crée le désir. C'est parce qu'il y a un sentiment de vide, le sentiment qu'il nous manque quelque chose, qu'on n'est pas encore un être complet, qu'on va être des êtres de désir, qu'on va être des êtres désirants, et que donc, du coup, on va se lever le matin, soit pour aller travailler, soit pour aller faire du sport, soit pour vivre des expériences X ou Y, soit pour aller voir des amis. Mais en tout cas, le vide est quelque chose qu'on doit vivre de façon assez légère, en être conscient, mais être conscient surtout que c'est quelque chose qui fait que vous êtes des êtres de désir, et donc des êtres qui allez chercher à vivre des choses dans votre vie, à être actifs dans votre vie, et donc c'est très très positif sur le plan psychologique. Je reprends souvent le même exemple quand je parle à quel point ce serait terrible de ne pas connaître ce vide. C'est l'exemple des toxicomanies très très graves et lourdes avec notamment les héroïnomanes. L'héroïnomane, lui, il a trouvé l'objet qui lui donne un sentiment presque de complétude, qui lui fait toucher son nirvana, qui lui fait a priori énormément de bien. Et c'est-à-dire que
c'est comme s'il était plein avec cet objet, avec l'objet héroïne. Quand il s'injecte son héroïne, c'est comme si, bah voilà. Et donc, en fait, ce sont des êtres qui ne vont plus désirer ailleurs. Là où nous, notre désir, il nous fait trouver des objets impartials, des objets qui peuvent pas nous remplir complètement, on va diversifier les objets dans notre vie. Que ce soit la sexualité, que ce soit l'amitié, que ce soit la nourriture, ce que vous voulez. Le problème du toxicomane, c'est que bah, lui, le reste, il n'en a plus rien à faire. Il n'est plus nourri de ce vide, au sens qu'il va chercher d'autres choses perpétuellement. Lui, ce qu'il va chercher, c'est toujours ce qui vient le remplir purement, et vous voyez à quel point c'est problématique, c'est-à-dire que toute sa vie ne tourne que autour du produit. Donc, le vide, ne croyez pas que c'est un problème, vivez-le comme une bénédiction. Une autre croyance que je rencontre au cabinet depuis toutes ces années, et ça par contre pour moi c'est même parfois devenu le signe de qu'il y a une pathologie derrière, il y a une souffrance, il y a une vraie difficulté là derrière. C'est la croyance que on devrait se durcir et être plus dur et être en confrontation avec les choses qui nous résistent ou quoi que ce soit des personnes, des situations, peu importe. Quand la personne rentre dans une dureté, et on l'entend dans son discours, on l'entend dans tout son être, en fait, durant la séance, qu'il y a quelque chose qui est dur, qui n'est pas mouvant, qui n'est pas flexible. Ça, c'est un gros problème. En fait, on règle beaucoup plus de problématiques, de questions, de difficultés dans sa vie quand on garde de la souplesse, quand on garde notre capacité d'adaptation. Je sais, je radote pour ceux qui suivent vraiment les vidéos, l'adaptation, j'en parle tout le temps. La dureté et la confrontation sont des choses qui ne fonctionnent pas et qui, en plus de ça, dénotent de notre difficulté en tant que sujet face à une situation. Ça dénote vraiment quelque chose d'assez profond en nous, d'une problématique plus profonde. Quand on a affaire à des gens comme ça qui sont durs, des Brie Van der Kamp, des personnes très maniaques, qu'il faut que ce soit comme ci et pas comme ça, et que dès qu'on vient défaire leur truc, c'est très 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 défensif. Et en fait, eh ben voilà, ça c'est une croyance erronée de croire que plus on va être en dureté, mieux on va s'en sortir. Et le problème, c'est que souvent les personnes s'en sont mieux sorties comme ça dans l'enfance ou face à des difficultés majeures de leur vie, et donc ça a alimenté cette croyance. Or, eh bien, c'est toujours la souplesse, l'adaptation, la flexibilité psychique qui vont vous sortir des situations, qui vont vous faire progresser. Comme disait Einstein, c'est la vraie folie, c'est de recommencer toujours les mêmes choses et en attendre des conséquences différentes. Quand on est dans dans la flexibilité, dans la douceur, dans la légèreté, on va utiliser des nouvelles combinaisons, des nouvelles réponses. Et donc on va mieux s'en sortir. Quand on réagit toujours de façon très défensive, très maniaque, très obsessionnelle, ça marche pas. Autre croyance qui pose problème dans les séances, c'est la croyance que l'être humain serait un être logique. Et ça, c'est un énorme biais, je ne sais pas comment on appelle ce biais, mais c'est faux. L'être humain n'est pas un être logique, c'est un être émotionnel. Et vu que c'est un être émotionnel, il est davantage guidé par son cerveau limbique, par tout ce qui est vraiment archaïque chez lui, que par son cortex. Et du coup, son intelligence, elle est, de toute façon, plus il y a des émotions, moins il y a d'intelligence chez l'être humain. Donc, plus vous allez discuter avec un être humain ou avoir un rapport avec quelqu'un qui est dans l'émotionnel, et plus à chaque fois que vous attendez quelque chose de logique de sa part, eh bien ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Et quand on travaille avec des personnes autistes ou Asperger, ou autistes Asperger, souvent ils ont cette difficulté-là de se dire mais c'est pas logique. Je comprends pas mes interlocuteurs parce qu'ils ne sont pas logiques. Oui, mais c'est parce que l'être humain n'est pas logique. L'être humain est ambivalent. C'est-à-dire que le meilleur exemple de ça, c'est l'enfant en bas âge. La personne qu'il aime le plus au monde, c'est sa mère, sa figure maternelle, si vous... Voilà. Mais c'est la personne qu'il aime le plus au monde, donc c'est aussi la personne avec qui il va s'autoriser à avoir le plus de comportements agressifs. C'est la personne avec qui il va être le plus horrible, parce qu'il sait que ça tient le coup ou quoi que ce soit. Nous sommes des êtres ambivalents, et c'est pas logique que l'enfant il fasse vivre
les pires horreurs à la personne qu'il aime le plus. Et ça, après, il y a des milliers d'autres façons de l'illustrer, mais repensez à ça. L'être humain n'est pas logique, l'être humain est un être émotionnel avant tout. L'être humain est un animal, et l'être humain n'a pas à être compréhensible ou quoi que ce soit dans son ambivalence, dans ses dénis, dans ses refoulements, dans tout ce qui le constitue psychologiquement. Il ne faut pas le prendre comme un ordinateur ou comme une machine qui va suivre une logique qu'on peut comprendre et qu'on va anticiper. L'être humain, bah non, pas du tout. Il nous surprendra toujours. Et c'est peut-être plutôt une bonne chose. Autre croyance, c'est que les choses seraient soit blanc, soit noir, que c'est soit bien, soit mal. Et ça, c'est quelque chose de très infantile pour le coup, hein. Il y a certaines personnes qui, heureusement, à partir d'un certain âge, arrivent à se sortir de ces croyances très binaires. Mais c'est quand même quelque chose qu'on repère tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça rejoint ce point numéro 7, ça rejoint le point dont je veux parler après, mais ou les points dont je vais parler après, c'est que c'est trop simpliste. La vie est faite de plus que 50 nuances de gris. Les choses sont bien jusqu'à un certain point. Après, ça devient néfaste. Mais c'est pas soit bien, soit pas bien. Et en fait, ça va parler de l'exigence, de la tentative de l'être humain de vouloir simplifier son environnement. Mais sauf que à vouloir le simplifier, ça donne des croyances erronées. Donc, ça va poser problème, encore une fois, sur notre vision du monde, sur le prisme qu'on va avoir pour analyser le monde environnant et pour aussi s'analyser soi-même. Donc non, toutes les choses ne sont pas soit bonnes ou mauvaises, soit blanches ou noires, soit... Enfin voilà, la binarité, laissez tomber, c'est pas bon pour l'être humain, c'est pas bon pour sa psychologie, c'est pas bon pour sa vision du monde. Et dans ce rapport simpliste au monde, l'autre point, l'autre facteur, l'autre croyance dont je veux parler, ce serait de croire que quand il vous arrive quelque chose, souvent les personnes, et surtout moi puisque j'ai plutôt une orientation psychanalytique, les personnes que je reçois pour faire une analyse, ils vont avoir cette croyance qu'il y a un facteur qui les a amenés là. Qu'il y a un facteur qui fait qu'ils soient plus sensibles à ci, qu'il y a un facteur qui soit plus sensible à ça, ou qu'ils n'arrivent pas à dépasser ci. Non, c'est-à-dire que, ben non, pareil, c'est pas toujours la mère, c'est pas toujours l'enfance, c'est pas toujours le trauma, c'est pas toujours ci, c'est pas toujours ça. C'est une pluralité de facteurs qui font que, en général, vous en êtes arrivé là. De la même façon, certains vont croire que c'est soit inné, soit acquis. Mais non, c'est pas soit l'un soit l'autre, ce sont les deux. Vous voyez, tout à l'heure je parlais de la binarité, cette simplicité cognitive de croire que les choses seraient soit comme ça, bah là c'est un peu pareil. Il n'y a pas qu'un seul facteur qui amène à là où vous en êtes, et donc c'est important de prendre ça en considération, parce que ça veut dire qu'on a aussi plusieurs facteurs d'intervention dans la psychothérapie. Il n'y a pas qu'une seule chose qu'on va essayer de trouver pour trouver une seule réponse, une seule clé au problème et à la difficulté. Non, en fait, en psychothérapie, on va trouver aussi plusieurs facteurs de rémission, plusieurs facteurs de mieux-être, plusieurs facteurs pour résoudre vos problèmes, plusieurs clés, quoi. Comme le dit Hendrik de la chaîne PsychoQuack, une clé n'ouvre pas toutes les portes, donc à nous de fabriquer les clés qui pourront être adaptées à toutes les portes. Avant-dernier facteur, avant-dernière croyance que je voudrais évoquer, et que je vois encore beaucoup, c'est la croyance qu'on comprend le monde, qu'on comprend l'autre. Alors ça, c'est la plus grosse croyance, ouais, qu'on comprend son environnement, déjà, ça c'est très très... c'est un peu se la péter, hein, c'est pas se prendre pour n'importe qui que de se dire que ouais, c'est bon, moi j'ai compris. La politique, moi j'ai compris. Ce qu'il faut faire, moi je sais. L'environnement, ouais, moi je sais comment on va faire et tout, et patati et patata. Non, en fait, le monde est extrêmement complexe. Et à partir du moment où vous pensez que vous avez compris les rouages de... Soit vous avez travaillé 40 ans dedans, et alors oui, il est probable que vous ayez une idée assez précise du problème ou du sujet. Si vous n'avez pas passé 40 ou 50 ans à travailler sur un sujet, et que vous êtes dans la certitude que vous l'avez compris, eh bien non, c'est que votre esprit, encore une fois, dans ce besoin hein, de se simplifier le monde environnant, il croit qu'il a tout compris, mais on est encore du côté d'un effet Dunning-Kruger. Hein, je vous renvoie à ma vidéo sur l'effet Dunning-Kruger et pourquoi les imbéciles croient toujours qu'ils ont raison.
mais croire qu'on a compris les choses, en général, ça vient limiter notre réflexion, ça vient limiter notre recherche de nouvelles compréhensions, ça vient limiter le champ des possibles, et donc ça nous enferme aussi sur le plan psychologique, ça nous enferme dans notre créativité et tout un tas de choses. Donc là, je l'ai dit de façon un peu en riant, mais d'un point de vue psychothérapeutique, les croyances qu'on a tout compris, c'est un problème. Et le plus gros problème par rapport à ça, c'est quand on croit qu'on comprend l'autre. Quand on croit qu'on comprend l'autre, ça voudrait dire déjà que l'autre devrait nous comprendre, alors ça, ça aussi c'est un problème. Mais quand on croit qu'on comprend l'autre, du coup, on va davantage le juger, on va moins montrer d'empathie, on va moins se mettre à sa place. Et donc du coup, on va augmenter les conflits, les frottements, les frictions, les incompréhensions et tout petit quanti. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et c'est pas bon pour vous. Donc, il vaut mieux redescendre un peu et se dire que non, on n'a pas compris. Encore une fois, sortir de la certitude, c'est hyper important. Et la dernière croyance, et j'ai voulu la garder en dernier parce que si vous êtes resté jusque-là, eh bien, c'est celle que vous devez vraiment retenir. C'est la croyance que ce sont les autres qui devraient nous rendre heureux. Ce serait mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, et puis plus tard, c'est mon conjoint, ma conjointe, mon fils, ma bataille, rien du tout. C'est personne qui doit vous rendre heureux. Quand vous attendez que les autres vous rendent heureux, en fait, vous allez de déconvenu en déconvenu, de frustration en frustration, de désillusion en désillusion. En fait, c'est à vous de créer une pluralité dans votre vie, dans vos relations amicales, sociales, professionnelles ou quoi, pour que vous vous rendiez heureux tout seul. C'est-à-dire que on ne peut pas croire décemment et aller bien si on croit toujours que c'est sa femme qui doit nous rendre heureux, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle peut vous rendre malheureux, ça peut arriver. Mais elle peut participer à vous rendre heureux, ou votre conjoint, mais c'est pas possible de croire qu'il n'y a qu'une personne qui doit vous rendre heureux, ou de croire que ce sont les autres qui vont vous rendre heureux. Non, c'est un chemin intérieur, c'est comment est-ce qu'on va réussir progressivement en gérant un certain nombre de choses en soi, et dans ses rapports avec les autres, qu'on va être heureux. Donc voilà, retenez vraiment ce point-là. Je vais essayer de reprendre mes notes. Le monde n'est pas juste, vous avez des limites, vous êtes seul, et c'est pas un problème. Vous avez du vide à l'intérieur de vous, et c'est pas un problème. Soyez souple plutôt que dur face aux situations, vous allez voir que vous en sortirez beaucoup mieux. L'être humain n'est pas logique, les choses ne sont pas binaires, elles sont bien plus complexes que ça. Il y a plusieurs facteurs qui mènent à là où vous en êtes et à ce que vous vivez. Pas un seul. N'allez pas croire que vous comprenez vraiment le monde et les autres, parce que ça c'est un vrai problème. Et enfin, on a parlé du fait que ce n'est pas l'autre qui vous rendra heureux, c'est à vous d'apprendre à vous rendre heureux. Et pour ça, la psychothérapie avec le thérapeute que vous voulez, le diplômé, j'insiste là-dessus, un psychologue ou un psychiatre, mais qui est psychothérapeute et qui sait mener une psychothérapie, ou un psychanalyste, choisissez ce qui vous convient le mieux. Si vous voulez quelque chose de directif, si vous voulez quelque chose de systémique, si vous voulez quelque chose d'analytique, si vous voulez quelque chose même de l'ordre du coaching ou quoi que ce soit, mais je suis moins convaincu. Les clés des autres, je pars toujours du principe que c'est pas bon pour vous. C'est à vous de trouver vos clés, c'est pas aux autres de vous donner des clés qui ont fonctionné pour eux. Ça, moi je crois que c'est du flou. Et justement, en fait, si tout ce que j'ai dit aujourd'hui dans cette vidéo ça vous plaît, vous pouvez vous procurer mon livre sur le divan de mes patients, parce que vous allez voir que je traite de toutes ces choses-là et de bien d'autres de façon bien plus précise, en m'appuyant sur des études de cas en séance. Donc si cette vidéo vous a plu, forcément mon livre va vous plaire, et va même mieux vous plaire que cette vidéo. Mais le but du jeu, c'est que vous compreniez qu'en fait, si vous faites une analyse, si vous faites une psychothérapie, si vous allez voir, si vous allez vous faire suivre, vous serez plus heureux, parce que vous comprendrez mieux quelles sont les croyances dans lesquelles vous vous êtes enfermé, et qui sont des croyances complètement erronées sur le monde. Voilà, je m'arrête là. Tu peux mettre un pouce, t'abonner, mettre la cloche, et voilà. Prends soin de toi, et d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.